Alors en ce moment, ici FM, Et Serpent, et nous sommes au... rendez-vous de la BD de Gatineau. Et en ce moment, nous avons avec nous deux auteurs. Nous avons... Jean-Philippe. Et Damien. Et vous nous présentez plusieurs... Vous nous présentez... C'est votre œuvre en ce moment qui s'appelle comment? C'est la saga Bulle, qui va être composée de 13 tomes. Là, il y a les 4 premiers qui sont déjà sortis. Le dernier qui est sorti le 31 octobre dernier s'intitule L'Éclosion. On est au Québec en 2024, dans un futur qui nous ressemble encore beaucoup. Mais ce monde tel qu'on le connaît s'apprête à changer radicalement parce qu'un virus va faire rage au sein de la ville de Québec et de Lévis, mais personne ne sera à l'abri à travers la province et le monde en entier. Est-ce que c'est dû au fait que... J'ai une question. En 2024, est-ce que Québec a enfin son équipe de hockey? En fait, il y a un système de tramway, il y a l'amphithéâtre, puis l'équipe de hockey, on n'a pas encore... faudrait élucider ce mystère-là. On n'a pas encore touché à s'il y a une équipe de hockey ou non. Mais je pense que oui, en fait. C'est juste qu'on ne l'a pas encore indiqué dans nos livres. Ça peut être une bonne façon d'avoir des subventions ou quelque chose comme ça. Ouais. Non. Ben là, faudrait faire ça déjà. Là, il y a certaines demandes, là, comme on a rencontré Denis Coderre à Montréal. Il nous demandait s'il était encore à la mairie en 2024. Fait qu'on a plusieurs demandes comme ça. On va avoir une équipe de hockey à Québec. Coderre va être à la mairie à Montréal. Se pencher sur tous ces sujets-là. Même dans la BD, on peut pas se sauver de ces affaires-là, ces headliners-là. C'est ça. Ben, vu que c'est très ancré dans le réalisme, les gens peuvent se reconnaître dans tous les lieux qu'on exploite dans notre BD, aussi dans la mentalité aussi que nos personnages dans lesquels ils évoluent. C'est sûr que les gens, quand ils nous parlent, même nos fans, on a un jeune au Salon du Livre de Montréal, il dit hey, « J'aimerais ça être dans votre BD », il m'a laissé son nom, puis là, il dit « Fait que fais un gars là, avec une touffe frisée, là, puis mets mon nom ». Fait qu'on a plusieurs demandes de ce genre-là. C'est cool. Ouais, on essaie de les satisfaire le plus possible. Fait que l'équipe de hockey, on verra. Et de quoi ça parle exactement, l'histoire? En fait, il y a un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Rogénéris qui travaille dans l'ancienne prison en arrière du Musée des Beaux-Arts à Québec et qui est un partenaire de la corporation Bulle, dont le nom de l'histoire, qui travaille sur quelque chose un petit peu étrange qui transforme les gens en zombies. En zombies. Est-ce que justement le sujet n'est pas surexploité en ce moment? Là? Il me semble qu'on a des zombies à toutes les sauces, teriyaki et autres au cinéma. Ça s'emmenait ma question, en fait, c'était où est-ce que vous positionnez par rapport à l'image du zombie populaire? Là? C'est quoi la différence par rapport à Bulle puis à Walking Dead, 28 Days Later? On en a parlé tantôt, mais pour le bénéfice de nos auditeurs. En fait, faut se rapporter à ce qu'on lisait quand j'étais tout petit, ce que je lisais, les récits que j'aimais beaucoup, le Schtroumpf noir en BD que j'avais vraiment trippé quand j'étais jeune. Puis après, j'ai lu rapidement, je suis tombé dans le Stephen King, j'avais 10-11 ans, puis Le Fléau a été un roman très marquant dans mon imaginaire de lecteur précoce. Tu viens de me faire réaliser que le Schtroumpf noir, c'est une histoire de zombies dans les Schtroumpfs. Le Schtroumpf noir, c'est une histoire de zombies. C'est proto-zombie dans l'univers. Vous voyez pas nos faces en ce moment, mais on est flabbergastés. C'est vrai, je l'avais jamais vu comme ça. C'est sûr qu'en revisant, c'est en revisant là, ce que j'avais lu dans ma vie, puis je l'ai acheté finalement, le Schtroumpf noir, il est dans ma bibliothèque, parce que quand j'étais petit, je l'avais pris à la bibliothèque, là, maintenant il est dans la mienne, je l'ai relu, c'est encore aussi bon. Mais donc, pourquoi on se différencie, c'est que je dirais qu'on est allé rechercher toutes les influences zombies qui existent. On est allé chercher dans le vaudou haïtien, on est allé chercher aussi, on a regardé ce que Romero faisait, aussi dans tout ce qui s'est fait dernièrement par rapport aux épidémies, tout ça, puis on est même aussi allé chercher du côté des films de contagion qui existent beaucoup ces dernières années, dont le film L'Épidémie et le film notamment Contagion de Steven Soderbergh qui est sorti en 2011. Puis nous, on a construit une histoire à partir de ça, puis aussi tous les romans d'anticipation qu'on aime beaucoup. J'étais un grand fan, Le Bonheur insoutenable, 1984, Le meilleur des mondes, même Hunger Games qui est sorti dernièrement, c'est des histoires qui peuvent m'inspirer dans un certain point de vue. Donc on a mixé ça, ce qui fait que nous, on est loin de l'histoire traditionnelle de zombies parce qu'on va raconter le thriller épidémiologique, vraiment l'histoire de la propagation de la maladie, puis on imagine aussi un après-zombie. Parce qu'habituellement, dans l'histoire de zombies, il n'y a plus rien après le zombie. C'est la désolation, c'est la fin de l'humanité. Bien nous, il y a un monde qui va se construire sur les cendres de celui dévoré par les zombies.
Intéressant. Est-ce que Philippe Couillard est encore au pouvoir? Qu'est-ce qui reste du Québec en ce moment? Parce que mais je parlais plus au point de vue, blague à part, en ce moment, il y a plein de coupes dans l'austérité comme on nous amène. La culture ne sera pas épargnée. Toi, en tant qu'artiste, est-ce que ça te fait peur? Ben oui, ça me fait peur là, présentement. Philippe Couillard, il n'est plus au pouvoir. Tu vois, c'est la seule chose qu'on était sûr qu'elle arriver d'ici 2024. Philippe Couillard, c'est fini depuis bien longtemps, 2024. Mais oui, il y a eu des problèmes dans les coupes de la culture. D'ailleurs, le Musée national des beaux-arts de Québec, dans notre histoire, a dû se départir de quelques-uns de leurs locaux dans l'ancienne prison du régime français sur les plaines d'Abraham, là, à Québec. Donc maintenant, c'est le laboratoire Roger Néris qui occupe quelques-uns de ces locaux-là parce qu'ils ont dû trouver du financement à cause des coupures gouvernementales. Donc on est... oui, il y a eu les coupures ont eu lieu, la culture, ça va mal dans cet univers-là. Mais en même temps, Québec est devenu un fleuron de l'économie mondiale avec la corporation Bull qui siège au sommet de l'édifice Price, juste au-dessus des bureaux du premier ministre du Québec. Donc, ils ont une très bonne influence. Puis, ils sont très importants. Ils ont acheté plein de compagnies bien importantes, comme la compagnie, le géant d'alimentation saine norvégien, là, la compagnie BioBouffe, Horizon Transport, Defense Thunder, la compagnie d'armement américain. Ils ont aussi des chaînes de télévision, la Coué, le fleuron du divertissement québécois. Puis, mon Dieu, les Club Stars aussi. Il y a 7 Club Stars à travers le monde. Ça appartient maintenant à la grande corporation Bull. Donc, c'est le monde dans lequel on navigue. C'est plus qu'épidémiologique, là. C'est rendu corporatif. C'est un thriller corporatif, là. C'est ça qui se passe. C'est un thriller corporatif et philosophique, en quelque sorte aussi, parce que notre personnage principal, Sophie Vadeboncoeur, est très versée dans la spiritualité. Donc, et puis les autres cultures, puis elle est en pleine quête initiatique. Évidemment, sa quête initiatique va être un peu interrompue ou modifiée par les zombies qui débarquent. Fait qu'il faut voir qu'elle s'active un peu. Mais ouais, c'est une histoire totale. 13 Stone, l'histoire, ça vient d'où l'idée de c'est ta collaboration avec ton ami? C'est où est venue l'idée? Est-ce qu'on va faire une histoire de zombies? As-tu une formation? En fait, moi, j'ai une formation de jeu, j'ai une formation d'acteur, donc je viens du milieu du théâtre. J'ai fait au début des années 2000, là, j'ai fait quelques petits trucs avec ça, mais l'écriture, parce qu'avant ma formation de théâtre, j'ai fait une formation en création littéraire au Cégep. Donc, puis je me suis mis à l'écriture assez rapidement, puis c'est une télésérie qu'on écrivait. Donc, 13 tomes, en fait, c'est 13 épisodes de télésérie d'une demi-heure qu'on avait écrit. Puis finalement, c'est en rencontrant, parce qu'on a demandé à Marie Lamonde Simard, une de nos amies, de faire des dessins de nos personnages pour garnir la Bible de la télésérie. C'est en voyant ces dessins qu'on a décidé de faire la BD. On a mis de côté le projet télésérie, puis on s'est lancé dans le projet BD avec Marie. Wow! Ben oui, c'est ça. Je suis juste en arrière, je suis comme wow, OK, cool. Tantôt, on parlait de toute la recherche que vous avez mis là-dedans, puis tout tu sais, vous nous avez dit, vous avez checké le service d'urgence, puis tout, vous nous en parlez un petit peu de cette démarche-là, puis ces affaires-là, l'espèce de souci du réalisme, un petit peu. On espère que toutes sortes de lecteurs spécialistes dans n'importe quel domaine croient en notre histoire, que ce soit un policier, que ce soit quelqu'un qui travaille dans un établissement scolaire, que ce soit quelqu'un qui travaille pour le gouvernement ou pour les systèmes de sécurité justement qui gèrent les maladies. On veut que tout le monde croie à cette histoire-là. Fait qu'on a fait une recherche pour voir où il y avait des erreurs, des bugs qui feraient que cette épidémie pourrait se propager malgré les systèmes de sécurité qui existent. J'aime ça, c'est ça. Vous avez vraiment fait une recherche approfondie. Vous n'êtes pas juste dit, on va faire une histoire de zombies, puis ça finit là. Non, c'est ça. Donc, les plans d'urgence de la Direction de santé publique de la Ville de Québec, de la Province de Québec, du Canada. On est allé éplucher le site de l'Organisation mondiale de la santé. On est allé regarder aussi beaucoup d'informations autour du vaudou, des Rungan, les sorciers vaudous, de la tétrodotoxine. On a épluché le site de Power Corporation. On a de Québecor. On a fait beaucoup de recherches. Puis mon père étant policier, ma mère travaille dans une école. Là, on parle d'institutions scolaires, mais c'est parce que l'éclosion arrive pas loin d'institutions scolaires sur la rive sud de Lévis, là, les premiers cas de zombies. Donc, ça a été bien utile aussi pour savoir comment ça se passait dans une école réellement. Donc voilà, oui, on a fait beaucoup. Ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus, fait qu'on a beaucoup fait de recherche.
Wow. Là, on parlait de formation. Bon, il nous expliquait qu'il avait fait du théâtre, ce genre de choses-là. Toi, as-tu une formation en particulier? Je dirais que ma formation en particulier, c'est d'essayer beaucoup de choses dans ma vie, de me renseigner, d'apprendre, parce que j'ai eu une formation en informatique. C'est pas vraiment ça qui m'a aidé, même si ça me structure mon cerveau. J'ai été jardinier, j'ai étudié en création littéraire à un moment donné pour approfondir mon art. Mais en fait, c'est quand j'ai émigré que je me suis mis à écrire, à vouloir transmettre ce que j'avais en moi sur papier. C'est de là qu'a commencé mon apprentissage de l'écriture, et avec Jean-Philippe, on a beaucoup parlé, beaucoup communiqué, on s'est beaucoup confronté, je dirais même, pour pousser nos pensées. C'est vrai que mon apprentissage a été de trouver ce que j'avais en moi pour pouvoir le transmettre depuis 36 ans d'existence. Donc, on parle de 13 tomes. Il y en a combien qui sont sortis en ce moment? Là, il y en a 4 qui sont sortis, puis tout ça, en fait, c'est sous l'égide de notre jeune maison d'édition, parce que Damien a été aussi fort utile quand il est venu le temps de créer cette maison d'édition-là. Donc, c'est une maison d'édition qui se spécialise dans les récits BD fantastiques enracinés dans la réalité québécoise. On travaille même avec d'autres auteurs présentement pour des titres qui vont sortir à la fin 2015, début 2016. Donc, en dehors de la saga Bulle, qui vont compter 13 tomes, des 4 titres qui sont déjà sortis, on planifie d'autres titres aussi, d'autres univers fantastiques, toujours enracinés dans la réalité québécoise. Donc, on s'approprie un créneau qui appartient pas aux Québécois présentement, parce que les lecteurs BD au Québec doivent aller s'abreuver chez les Américains, chez les Européens pour satisfaire leur curiosité. Non, je regarde mon ami Serpent parce qu'il m'expliquait tantôt, qu'il disait que... explique, c'est ta théorie sur la BD québécoise, s'il te plaît. C'est pas ma théorie sur la BD québécoise, mais je trouvais que à travers la BD québécoise, ce qu'on voit souvent, le thème récurrent, c'est ça, tu sais, la petite famille nucléaire qui vit sa petite réalité de banlieue, ces affaires-là. Fait que là, je suis content de voir quelque chose qui sort de l'ordinaire, tu sais. Je dis pas que c'est tout pareil, là, mais ce que je veux dire, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très, très souvent, puis que, justement, tu sais, être un lecteur comme moi qui est habitué à peut-être d'autres codes, disons, dans la bande dessinée ou dans ces choses-là, c'est le fun de voir quelque chose, pas qui se rapproche de ces codes-là, mais au moins qui sort un petit peu de l'ordinaire de la bande dessinée québécoise. Ça veut dire un gros compliment. Venant de sa part, c'est un grand compliment. En fait, on vient reposer sur ces... Parce que c'est depuis 15 ans à peu près que la BD québécoise a sorti, a explosé un peu. Puis oui, c'est beaucoup autobiographique, très proche de la réalité des familles. C'est très introverti comme littérature. Ça s'explique peut-être aussi par un manque de moyens. Dans le sens, donc, c'est des histoires intimistes, plus faciles à produire. Avec le noir et blanc, ça rend très, 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 très bien. Puis il y a des œuvres magistrales qui sont sorties puis qui se font encore aujourd'hui. Puis nous, on vient surfer, en fait, là-dessus, parce qu'une histoire vient vraiment s'ancrer dans la réalité des personnages. Donc, c'est très québécois sur ce point de vue-là. C'est autobiographique, sauf qu'on est face à l'apocalypse, aux zombies, puis à un nouvel ordre mondial. Mais on vient clairement s'ancrer dans la réalité de la BD québécoise. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on a un point de vue. Si on lit The Walking Dead, ça se passe aux États-Unis. Si on lit, souvent, ça se passe ailleurs qu'ici. Puis souvent, je me demande, qu'est-ce qui s'est passé au Québec pendant ce temps-là? Tu sais, quand c'est moi, que tu écoutes Independence Day, t'es comme, OK, ça se passe à Washington, à Bangkok, whatever. Puis là, t'es comme, mais il se passe quoi ici? Tu sais, on reste assis sur notre derrière, on fait comme, il se passe rien. Oui, il se passe. Puis je trouve ça intéressant. Une histoire de zombie. Puis j'avoue que, comme j'arrête pas de le répéter, ce que j'aime, c'est que vous avez fait de la recherche. Vous n'êtes pas contenté de dire, hey, on va faire une histoire de zombie. Un peu à la Walking Dead, parce que c'est en ce moment, c'est ça qui pogne. On va faire une BD sur ce qui pogne. Vous avez été vraiment chercher quelque chose d'intelligent, puis je ne l'ai pas encore lu, puis je sais que je vais en acheter une. Aussi, c'était très important de s'ancrer dans le patrimoine immatériel de la province. Parce que, je parlais de ma formation en jeu, mais j'ai une formation d'enseignant en histoire et en éthique et culture religieuse au secondaire. Donc, je suis allé... là, éventuellement, dans nos 13 tomes, on va vraiment aller réécrire l'histoire du Québec à notre façon, puis d'aller chercher les qualités du peuple québécois. Souvent, quand on se regarde, le peuple québécois, on voit souvent nos travers, rarement nos qualités. Puis, on va aller travailler sur ces qualités-là pour raconter un futur possible, les dystopies ou les utopies qui sont possibles au Québec. Puis on va aller travailler sur une construction d'un peuple fort. J'ai quasiment envie de pleurer. Oui, c'est ça. Je trouve ça beau. C'est ça. Fred, tu dois capoter en ce moment. Oui, je suis un nationaliste, mais je suis fier. Je trouve que souvent le problème, c'est qu'on a
on a une mentalité de coloniser. On n'a pas de dire on est fait pour un petit pain, faut pas que tu pètes plus haut que le trou, comme on dit. Faut pas que tu parles que tu as fait de l'argent ou que tu réussisses. On a honte de qui on est. Et pourtant, on est très accueillant, on a plein de qualités qu'on voit pas. Donc, je trouve ça intéressant que quelqu'un décide d'aller faire ça. Puis, le terme, je dirais, c'est l'apocalypse de Turbie, c'est comme une deuxième grande noirceur. Puis le retour de la station, c'est comme une nouvelle révolution tranquille, finalement. C'est comme de dire, il va y avoir de quoi de différent. Oui, mais on va aborder quand même les nuances entre le bien et le mal, la limite entre le bien et le mal, l'expérience de la souffrance chez l'humain. Fait qu'on va voir tout ça. Puis oui, le peuple québécois va en sortir grandi de cette expérience-là. L'humanité va changer de face aussi. Mais c'est clair qu'on veut construire une genre de nouvelle... Un univers propre à vous, là. Ouais. Il y a aussi une différence au Québec, c'est qu'on est dans un monde où l'arme à feu est moins présente. Donc la peur de l'autre aussi moins présente par le fait même, parce que quand on fait face à une arme à feu, déjà on met une distance entre deux personnes. Donc du coup, pour se débrouiller dans un monde apocalyptique, il va falloir utiliser plus d'entraide que d'égoïsme, on va dire, dans ce monde post-apocalyptique. Un des points que j'ai aimé dans The Walking Dead et les autres de ce genre-là, c'est le film The Mist de Stephen King qui a été adapté en cinéma, qui est très différent un peu du parce que tu as lu du Stephen King, je sais que tu as déjà lu The Mist. Ce que j'aime, c'est le fait que ton voisin qui va te prêter ta tondeuse, qui va te tailler ta hache, qui tu peux avoir confiance, il arrive une situation totalement extraordinaire et il va devenir ton pire ennemi. Il va, tu sais, c'est voir jusqu'où l'humain est prêt à aller dans les pires bassesses pour assurer sa propre survie. Et ce que j'aime, c'est comme tu dis, on n'a pas d'arme à feu, donc c'est pas je vais m'enfermer chez nous puis je vais piquer ta bouffe. C'est si on veut survivre, il faut s'entraider. C'est quelque chose que je trouve qu'en ce moment, dans notre société, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Le bénévolat, ça existe quasiment plus. On est très moi, je. Ce qui est important, c'est mon petit plaisir, mes besoins. Le restant, En fait, ce qui gouverne notre histoire, là, puis la façon que les survivants vont s'organiser dans notre histoire, j'ai étudié le théâtre à Saint-Hyacinthe, fait que j'étais dans la zone, le triangle du Verglas en 1997 ou 18, puis j'ai parlé à ces gens-là qui ont vécu le Verglas, puis c'est vraiment, c'est une grosse histoire d'entraide, de coopération, de gens qui se rassemblaient dans les maisons, des voisins qui venaient là où est-ce qu'il y avait des foyers, une cheminée pour qu'ils puissent tous vivre ensemble, fait que vraiment, on se base là-dessus pour construire notre histoire, puis on croit vraiment qu'au Québec, on a une façon de vivre le drame ou les tragédies différentes qu'ailleurs. Puis c'est peut-être de l'auto-glorification, c'est peut-être exagéré, mais on a le droit de s'imaginer dans le futur comme on veut. Ben oui, moi c'est vendu. Moi, surtout que l'entrevue est finie, j'en ajoute une, c'est clair. Là, je veux dire, j'ai juste hâte de ça. Tu as un mot de la fin? Non, en fait, oui, je vais extrapoler sur mon idée de tantôt. Justement, c'est ça, je trouve ça le fun que pour une fois, on sort de la chaumière puis qu'on exploite quelque chose puis que, justement, tu sais, on parlait de commentaires philosophiques, commentaires sociologiques puis qu'on l'exploite pour vrai cette fois-là. Tu sais, qu'on le met dans une situation où est-ce que c'est transparent. T'sais, l'espèce d'éthique ou l'espèce de culture qu'il y a à travers le peuple québécois ressort. T'sais, ça transpire. Là. C'est ça le cœur de l'histoire. Puis non, ça, je trouve ça extrêmement bien. Puis c'est ça, pour une fois, c'est autre chose que, mon petit gars, il est tannant ou je pouvais pas sortir de la douche un matin parce que mes enfants se battaient. C'est le fun de voir. Regardez, tu prends référence sur ma vie personnelle de ce matin. C'est intéressant. Messieurs, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un site Internet? www.sagabulle.com. Donc, c'est là qu'on peut acheter les tomes. Et vous disiez tantôt que vous alliez revenir au Salon du livre de l'Outaouais, puis qu'il y a avoir un tome 1 ou quelque chose comme ça? Ça, en fait, au Salon du livre de l'Outaouais, c'est parce qu'on a tiré au premier... chaque tome est tiré à 1000 exemplaires en première édition, couverture rigide, en couleur, tout ça. Puis là, on a épuisé les 1000 premiers exemplaires. En fait, ou presque, il reste quelques exemplaires dans les librairies partout au Québec. C'est possible, donc, de commander la première édition du tome 1 sur notre site Internet, donc www.sagabulle.com. Mais au Salon du livre de l'Outaouais, début mars, on serait supposé avoir la deuxième édition, donc encore un autre 1000 ou 2000 exemplaires du tome 1. Cette fois-ci, il va être en couverture souple. Donc là, si vous voulez profiter de la couverture rigide, qui sera comme la version collection. Qui résiste aux enfants. Donc, oui, qui résiste aux enfants. Mais c'est sur notre site Internet que vous pourrez le faire ou sur le site Internet des différentes librairies où est-ce qu'on est disponible.
que vous pouvez voir sur notre site Internet aussi. Bien, messieurs, je vous souhaite le plus grand des succès. Bravo. J'ai juste hâte de le lire. J'ai hâte d'arriver tantôt à la maison puis de dire à ma femme que tu as des enfants. Là. Moi, je veux de quoi faire.